Bonsoir à tous, bienvenue à la Cité du Vin, j'espère que vous êtes bien installés. On est ravis de vous voir ce soir pour le dernier événement de 2023 de la programmation culturelle, mais on revient en janvier, donc pas de panique. Donc ce soir, on accueille les Vendanges du Savoir pour une thématique sur l'eau, et notamment l'eau souterraine par rapport à la vigne. Donc on est ravis d'aborder cette thématique, surtout avec la météo actuelle où il pleut bien, mais ça va être passionnant. Donc on va avoir à peu près 1 heure de conférence. Ensuite, on aura un temps d'une demi-heure de questions-réponses. Pour nos amis qui sont sur Zoom, je vous invite à poser vos questions ou vos remarques si vous rencontrez le moindre souci sur la rubrique QR. Et nos équipes en régie se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et on transmettra aussi vos questions à la fin. Et sinon, je vais vous souhaiter une très belle conférence et je vais laisser la parole à Anna Chilil qui va vous présenter Fabrice Redouat. Merci beaucoup, très belle conférence. Merci Loïc. Merci à tout le monde d'être présent ce soir pour cette conférence de Fabrice Redouat, effectivement qui tombe à pic, parce qu'on a une météo qui nous met les pieds dans l'eau, donc là on va aller plus loin là-dessus. Merci beaucoup donc d'être présent à cette conférence des Vendanges du Savoir. Si vous nous suivez, vous connaissez un petit peu ce qu'on fait dans le cadre des Vendanges du Savoir. Donc c'est une action culturelle qui est portée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin en partenariat avec l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne à l'initiative de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et donc, grâce à notre mécène Baron Philippe de Rothschild et à la Fondation de l'Université de Bordeaux, nous vous proposons chaque mois une conférence de transmission du savoir autour de la vigne et du vin. L'objectif, c'est vraiment d'avoir cette vision transdisciplinaire, pluridisciplinaire, avec des chercheurs, donc avec vraiment cette visée du scientifique qui va vers le grand public, des chercheurs avec des disciplines très variées et qui vont vous transmettre leur savoir, le résultat de leurs recherches autour de la vigne et du vin. Donc effectivement, Loïc en a parlé, je vous en redirai un petit mot. Ça sera la dernière conférence de cette année 2023, donc on va conclure en beauté. Mais dès janvier, nous avons un cycle de conférences en ligne, à partir du 11 janvier et ensuite chaque semaine, auquel vraiment on vous invite fortement. Donc inscrivez-vous dès maintenant pour y assister, sur le vignoble de Bordeaux et les transitions qu'il peut connaître aujourd'hui. Je vous en redirai un petit mot à la fin de cette conférence. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Fabrice Redouat, qui va intervenir sur le thème de l'eau sous terre au vin dans le verre. Alors, Fabrice Redouat est maître de conférence en géologie à l'Université d'Angers depuis 1997. Initialement, il était spécialisé en micropaléontologie, et puis il s'est réorienté au courant des années 2010 vers la géologie locale du Maine-et-Loire. Il a également la casquette de coordinateur du patrimoine géologique au sein de la mission régionale du patrimoine géologique des Pays de la Loire. Et puis il est expert à l'INAO autour de l'Anjou et du Muscadet, et hydrologue agréé pour l'ARS. Donc multiples casquettes. Et ce qui est intéressant, je trouve, et je suis sûre que c'est ce qu'on va aussi voir aujourd'hui, c'est que Fabrice Redouat collabore avec de multiples chercheurs et surtout de multiples disciplines. Bien sûr la géologie, mais aussi l'archéologie, les botanistes, les géographes, et puis les vignerons. Donc il y a aussi cet ancrage auprès des vignerons, et avec une valorisation et un transfert, non seulement auprès de son public universitaire, mais également auprès de chambres d'agriculture, de la Ligue de protection des oiseaux, auprès de différents musées également. Donc il y a vraiment cette volonté de transmission qui est aussi la nôtre. Donc je pense qu'on a un point commun très fort. Et puis j'en profite également, et je terminerai là-dessus, pour évoquer le fait qu'il collabore sur la chaîne YouTube Géologique. Donc l'idée est de transmettre la géologie de terrain auprès d'un vaste public. Donc on en aura un premier goût aujourd'hui, et n'hésitez pas
à aller y jeter un coup d'œil davantage, si le cœur vous en dit. Merci beaucoup Fabrice et bonne conférence à tous. Super, merci et bonsoir à vous. Donc ça tombe bien, j'avais préparé des petites slides pour présenter un petit peu qui j'étais. Donc je suis ce gars-là, là, c'est le nom de mon père et de mon grand-père et tout. Et en fait, hop. Ah, pourtant c'est là-haut. Voilà, donc je suis maître de conf. Avant, j'ai fait ça. D'ailleurs, c'était à Bordeaux. J'ai fait mon bac plus 5 ici à Bordeaux. J'étais content de revenir aujourd'hui, mais sauf que j'ai mis 2 heures au niveau d'un feu. Comme quoi, j'ai apprécié la ville avec beaucoup de, de retard. Donc maintenant, ben voilà, je fais de la géole régionale, etc. Je travaille dans plein de domaines. Je suis un peu le dernier des Mohicans à faire du caillou dans le 49. 49, c'est le Maine-et-Loire, c'est là-haut dans le nord, comme disaient les gens de Bordeaux avant, de mon département. Donc les aspects sur lesquels je vais vous parler aujourd'hui, là, c'est les 3 derniers, là, hydrogéole. Donc l'hydrogéologie, c'est la science du sous-sol, des eaux dans le sous-sol. Et oui, je travaille beaucoup sur les terroirs viticoles et puis autrement de la vulgarisation scientifique. Donc ça me fait plaisir de venir causer un peu de tous ces trucs-là auprès de vous pour montrer que les cailloux, c'est pas si dangereux que ça et ça peut aider à comprendre pas mal de phénomènes. Alors voilà le titre. Donc on va parler de l'eau qui se trouve sous terre et puis plus précisément de l'eau qui se trouve sous terre au niveau des vignes. Hop. Houston. Tiens, si tu peux le passer là-haut, autrement. Ouais. Donc, cette image, voilà Bordeaux, il y a longtemps, non. C'est Lanzarote. Donc là, vous voyez, on a typiquement de la vigne qui a un gros souci, un souci d'eau, parce qu'ils sont obligés de faire des trous pour la chercher, la flotte. Donc, c'est à Lanzarote. Et donc, il se trouve que la vigne, l'eau qu'elle va puiser, c'est principalement dans un truc qui s'appelle le sol. Alors le sol, il a un petit problème, c'est que il ne se voit pas. Et souvent, on a tendance, c'est comme nous avec notre corps, on a tendance à se moquer de tout ce qu'on ne voit pas. On s'en moque un peu de nos intestins, notre cœur et tout ça. Eh bien, c'est un peu pareil pour le sol et tout à l'heure, on abordera le sous-sol. Pourtant, c'est un truc qu'on ne voit pas, mais comme le dirait le petit prince, ça ne se voit pas et c'est important. Alors, hop. Décidément. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le sol? Eh bien, le sol, c'est au-dessus du sous-sol. Donc là, tout va bien. Sur cette illustration, vous avez 3 types de sols qui ne sont pas aux mêmes épaisseurs. Alors, les géologues s'intéressent au sous-sol et le sol, lui, il est intéressé par des gens qu'on appelle des géotechniciens et des géotechniciennes et des pédologues. Donc, la pédologie, c'est la science du sol. Quant aux géotechniciens, ce sont les gens qui vont faire des analyses de votre substrat pour voir si, par exemple, vous pouvez construire une maison ou une chose de ce genre-là. Donc, ces gens-là, les géotechniciens ainsi que les pédologues, sont très intéressés par l'eau dans le sol. Alors, comment font les géotechniciens? Ils ont des appareils de mesure, justement. Là, ça s'appelle un pénétromètre. Ça permet d'estimer un petit peu la vitesse dans laquelle on peut enfoncer une tige dans le sol, ce qui permet de savoir un petit peu les caractéristiques de résistance du sol et notamment l'eau. Alors, c'est important parce que, vous voyez, j'aurais pu vous montrer, mais il y a la même chose à Bordeaux, je crois. À Nantes, il y a tout un quartier, le quartier Feydeau, là, qui est tout de travers parce que, en fait, les gens ont construit sur quelque chose qui n'était pas très stable. C'est la même chose pour Pise. Donc, les géotechniciens s'intéressent justement à la résistance du sol pour construire les maisons et il faut tenir compte du paramètre eau. Sinon, il y a un autre paramètre, Bordeaux en fait partie, c'est le problème de retrait-gonflement avec les argiles qu'on appelle les argiles gonflantes et qui sont liées à la présence d'eau et qui fait que ça va faire le yo-yo. Donc une raison supplémentaire d'étudier l'eau dans le sol. Et puis sinon, vous voyez, à force de faire le yo-yo, ça fissure. Et même quand on refait l'enduit, c'est des gens qui avaient refait leur enduit, mais ça a cassé. Alors il y a d'ailleurs des cartes. Allez, vas-y, voilà. Non. Je veux bien maîtriser l'outil, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, il n'est pas très... hop. Voilà. Il y a des cartes de retrait-gonflement et vous voyez que quand c'est en rouge, c'est qu'il y a un aléa relativement fort. Donc dans le bassin d'Aquitaine, il y a pas mal de soucis de ce genre-là. Donc voilà un domaine dans lequel on a besoin de connaître l'eau qui se trouve dans le sol. Et en voici un second. Donc c'est la pédologie, souvent que les gens confondent avec la podologie, mais qui est autre chose.
Donc là, je suis avec Nicolas, on ramasse des carottes. Voilà, on a un appareil qui s'appelle une tarière. Et on étudie justement la répartition, décidément, voilà, des racines. Alors il y a une légende urbaine avec la profondeur de racines qui va jusqu'à 12 mètres, là, mais c'est vrai que la majorité des racines se trouve jusqu'à 2 mètres. Et c'est ce réseau racinaire qui est important par rapport à l'eau dans le sol, car comme le dit cet article, de toute façon vous le savez, les racines permettent à la fois de maintenir le végétal, mais aussi bien sûr d'absorber tous les éléments chimiques. Alors comment ça marche? Eh bien avec la réserve utile, donc, qui va permettre de nourrir la plante. C'est-à-dire que l'eau qui se trouve dans le sol, il y en a 3 sortes, si vous regardez bien. Il y en a un ici qui est l'eau liée au sol, qui est non disponible. C'est l'eau qui va se mettre autour des grains, que le végétal n'aura pas la possibilité d'extraire. Il y a l'eau gravitaire là-haut, à droite, là, l'eau gravitaire, qui, elle, est intéressante parce que c'est elle qui va alimenter les eaux souterraines lorsque celle du milieu est pleine. Et celle du milieu, c'est donc l'eau capillaire qui est utilisable par la plante. Et c'est ça que l'on définit sous le terme de réserve utile. Alors la réserve utile, qu'est-ce que c'est et comment ça varie? Eh bien, ça varie par rapport aux apports. Bien sûr, les apports principaux, ce sont ceux liés aux précipitations. Mais il y a également ce qu'on appelle des apports latéraux, qui sont quasiment compensés par le ruissellement. Et puis, vous voyez que dans la partie basse, ici, on a 2 flèches qui vont dans 2 sens. Vers le bas, donc un drainage profond qui va permettre d'alimenter les eaux souterraines. Et vers le haut, des remontées capillaires qui font que ce sont les eaux qui sont en profondeur qui peuvent éventuellement remonter dans le sol. Alors, cette réserve utile, elle est très importante dans le cycle de l'eau. Et elle est mesurée, en fait, c'est une mesure un peu particulière. Il faut aller sur le terrain, il faut prendre quelques paramètres du sol. Et ensuite, on fait des calculs avec cette belle formule. Allez, voilà. Ah, hypersensible. Si tu en as un autre qui fonctionne, s'il te plaît. Merci. Super. Génial. Ça va être bien, vous allez voir. Donc voilà mon pote Étienne Goulet qui est ici. C'est le jour de son enterrement. C'est la première fois que j'ai rencontré ce monsieur. Il est pédologue et en fait, il joue un rôle très important dans la pédologie du Maine-et-Loire. Et là, justement, il analyse un sol pour mesurer, entre autres, la teneur en eau qu'il y a dans ce sol. D'ailleurs, c'est Étienne Goulet et ses collaborateurs qui ont mis en place ceci, que je vous incite à aller découvrir. Ça s'appelle e-terroir. Et donc, c'est tout un tas d'informations géopédologiques qui portent sur les zones d'appellation Anjou. Donc, si vous allez sur ce site, c'est gratuit, tout ça. Vous aurez toutes ces appellations ici, avec un découpage par commune. Moi, j'habite à Saint-Aubin-de-Luigné, en plein pays du Layon. Et donc, sur Saint-Aubin, voilà, on a des parcelles. Et tout ça, c'est extrait de e-terroir. Vous avez des caractéristiques du sol qui sont données. Et notamment, regardez ici, la réserve en eau. Alors, cette réserve en eau, on peut même avoir des cartes qu'on appelle des cartes du réservoir de la RU, RUMAX. C'est-à-dire que là, c'est une avancée, on va dire, de la recherche. Sur l'appellation Anjou, vous avez toutes les caractéristiques du sol qui sont données et libres d'accès. Alors, cette réserve utile, elle est intéressante dans la mesure où il y a 4 saisons. Alors, vous avez une saison où la réserve utile est pleine, c'est tout ce qui est en vert là-haut. Et donc, on appelle ça l'hiver hydrique. Donc, c'est quand la réserve est pleine. Et puis, vous avez en rouge les saisons où la réserve utile est au plus bas. Et là, on appelle ça l'été hydrique. Et puis, entre le plus haut et le plus bas, ça descend. C'est quand ça se vide. On appelle ça le printemps hydrique. Et puis, enfin, quand ça se remplit, on appelle ça l'automne hydrique. 4 saisons qui sont déterminées justement par la réserve utile. Voilà pour cette première chose concernant donc l'eau dans le sol. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un truc qui est en dessous le sol. Ce sont les eaux souterraines. Alors les eaux souterraines sont étudiées. Alors le sous-sol, pardon, il est étudié par les géologues. C'est-à-dire que moi, je suis géologue, je ne suis pas pédologue. Pour être pédologue, il faut être super balèze, parce qu'il faut être à la fois géologue, mais il faut être aussi biologiste, chimiste, physicien, mathématicien. Il faut faire de la modélisation, il faut faire de tout. Alors que moi, j'ai de la chance, j'ai juste à analyser des cailloux et c'est plus simple.
Alors il se trouve que le sous-sol, il est étudié donc par les géologues et les eaux souterraines, les eaux qui sont dans le sous-sol, sont étudiées par des hydrogéologues. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien faire, hein, mais je suis de moins en moins souple, donc j'y vais de moins en moins. C'est d'aller sous terre pour voir justement comment ça se passe. Alors c'est les eaux souterraines, eh bien on va les appeler les nappes phréatiques, hein, telles que vous les entendez à la radio, dans les médias et tout ça. Phréatos, ça, c'est du grec, hein, qui veut dire un puits. Et puis sinon en anglais, on appelle ça les groundwaters, avec l'accent. Donc et voilà une carte des ressources mondiales des eaux souterraines. Alors quand c'est en bleu, ça veut dire qu'il y en a. Et quand c'est en marron, c'est pas trop la fête. Donc vous voyez que quasiment sur tous les continents, vous avez des zones où il y a des eaux souterraines. Alors, le problème des eaux souterraines, c'est le même que pour le sol. On ne les voit pas. Et comme on ne les voit pas, on a tendance à s'en moquer, hein, comme des intestins, etc., ce que je vous disais tout à l'heure. Mais comme le dit le petit prince, apparemment, ou on lui a fait dire, ce qui est important, c'est ce qui ne se voit pas. C'est trop cool. Donc, je vais vous montrer en quoi c'est important. Alors, c'est important parce que les eaux souterraines constituent un des nombreux réservoirs d'eau sur Terre. En effet, à la surface de la Terre, à l'extérieur, vous avez plus de 70% de la surface de la Terre qui est occupée par les mers et par l'eau. Et l'essentiel se trouve dans les océans, à peu près 97,5%. Vous voyez que freshwater, ça veut dire les eaux douces, hein, c'est que dalle. C'est 2,5% de l'eau qui se trouve sur Terre. Alors ces 2,5%, regardez bien, ils sont ici. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont constitués dans deux grands réservoirs, les glaciers, qui ne nous concernent pas par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui, et puis les fameuses groundwater, donc les eaux souterraines. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est que les eaux souterraines constituent le second réservoir d'eau douce sur Terre. Alors, si on regarde après dans le détail, on s'aperçoit que là, il reste un tout petit bout, vous voyez, 0,4% de ça. Eh bien, c'est là que vous avez l'eau dans le sol. Elle est ici, vous voyez, l'eau dans le sol. Donc, l'eau dans le sol, c'est 12,2% de 0,4%. C'est rien, quoi, en fait, hein. Donc, par rapport aux deux réservoirs, là, réserve utile et eau souterraine, le plus gros, bien sûr, je viens de vous le dire, hein, ce sont les eaux souterraines. Alors, on va regarder ensemble, justement, comment est-ce qu'on fait pour trouver des eaux souterraines. Et vous pourrez faire l'expérience ce soir, si vous rentrez chez vous, tout ça, et que vous avez un peu de temps, en attendant que le feu passe au vert. Vous pourrez regarder sur vos ordinateurs, parce que je vais vous donner des pistes pour trouver des eaux souterraines. Alors généralement, quand on veut trouver des eaux souterraines, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez le faire au hasard. Vous faites un trou, voilà. Comme on est au bord de la mer, par exemple, vous faites un trou, vous essayez de trouver s'il y a de l'eau, vous verrez s'il y en a. Donc des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Sinon, vous faites appel à un sourcier, ou un fontainier, ou un fontanier. Alors j'ai essayé toutes les techniques, comme je suis quelqu'un d'assez bizarre, j'ai essayé toutes les techniques, mais je vous informe, mesdames et messieurs, que ça ne marche pas avec moi. Voilà, je n'ai pas ce qu'ils appellent les gens le don. Alors comme je n'ai pas le don, je me suis dit, je vais trouver une autre solution. Et donc il y a un truc qui s'appelle hydrogéologue. Et qu'est-ce que c'est qu'un hydrogéologue? C'est quelqu'un qui peut trouver de l'eau, mais qui n'a pas le don. Mais, sachez-le, je connais des hydrogéologues qui ont le don. Donc ça, c'est génial pour eux, parce qu'ils ont à la fois la capacité scientifique, mais également le don. Alors ça m'épate, mais ça existe. Voilà des photos d'hydrogéologues. Et vous voyez que classiquement, c'est des gens qui aiment bien être dehors, avec des cannes à pêche bizarres, avec des casques, sans casque, des vêtements, voilà. Alors, comment bosse un hydrogéologue? Parce que je ne vais pas vous faire le laïus du bâton, tout ça, des trucs qui se croisent. Ça, je vous laisse aller regarder les techniques sur YouTube, si vous voulez. Donc, je vais vous parler, moi, les techniques qu'adoptent les hydrogéologues, en fait, que tout le monde pourrait utiliser. Eh bien, on va d'abord regarder les données les données géologiques. Et les données géologiques, on les trouve sur quoi? Sur des cartes, qu'on appelle des cartes géologiques. Et les géologues, ils adorent mettre de la couleur. Hein, si jamais vous allez chez quelqu'un, il n'y a que ça au mur, vous inquiétez pas, c'est probablement quelqu'un qui fait de la géole. Alors la même chose à l'échelle de l'Europe, vous voyez, il y a plein de couleurs. En fait, chaque couleur sur ce genre de carte correspond à des roches d'âge ou de nature différentes. Et la légende, elle est sur la droite, là vous la voyez, c'est énorme. Et puis il y a la même chose pour la France, bien sûr, et à toutes les échelles, là c'est l'échelle du million. Alors, que fait un hydrogéologue? Eh bien, il va regarder les cartes géoles et il va rechercher un truc qui s'appelle des aquifères. Alors, aquifères, c'est un mot qui est assez facile à retenir
Ça commence par aqui, et aqua, l'aquaculture, etc. Eh bien, ça veut dire l'eau. Et fer, eh bien, nous sommes des mammifères parce qu'on porte des mamelles. Eh bien, en fait, un aquifère, c'est quelque chose qui porte l'eau, tout simplement. Et les aquifères, ce sont dans ces roches-là que les hydrogéologues vont rechercher de l'eau pour pouvoir l'exploiter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon aquifère? Sur Terre, ça c'est une petite remarque, il existe 3 types de roches. Vous avez à l'essentiel de la surface de la Terre, 75% de la surface de la Terre est occupée par des roches qu'on appelle des roches sédimentaires. Et puis, par contre, en volume de la croûte terrestre, c'est que dalle, hein, c'est 5%. Et puis, tout le reste, c'est ça, là, c'est ce qu'on appelle les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Ça constitue que 25% des roches à la surface de la Terre, mais par contre, 95% du volume de la croûte. Donc, ce sont les plus importantes en volume, mais les moins importantes en surface. Alors, évidemment, par rapport à notre problématique à nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ça, là, les roches sédimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon aquifère? Eh bien, c'est une roche qui, forcément, est poreuse, c'est-à-dire qu'elle contient des trous. C'est quelque chose qui est perméable, ça veut dire que c'est quelque chose qui est traversé par l'eau. Alors, la transmissibilité, c'est un paramètre qui prend en compte la perméabilité, mais aussi l'épaisseur de la roche. Et puis, le coefficient d'emmagasinement, c'est une manière de représenter la porosité qu'on appelle la porosité efficace, c'est-à-dire la porosité qui laisse passer l'eau. Et puis bien sûr, pour que ce soit un bon aquifère, il faut que ça ait une géométrie adaptée à l'écoulement de l'eau. Et enfin, une chimie adaptée, c'est-à-dire par exemple le sel, on le proscrit parce que sinon votre eau sera salée et elle sera impropre à la consommation. Alors l'opposé d'aquifère, eh bien on va le regarder. Aquifère, c'est qui porte l'eau. Eh bien il y a 2 termes là, c'est aquiclude et aquitard. Alors aquiclude, il y a le mot clude, clos, fermé à l'eau. Alors ça c'est pas un bon aquifère. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'eau dedans, mais on ne pourra pas l'extraire. Et puis, entre quelque chose qui n'est pas bien pour l'eau et puis qui est bien pour l'eau, il y a un terme intermédiaire, c'est ce qu'on appelle des aquitards. Voilà. Un aquitard, c'est une roche qui peut contenir de l'eau, mais qui n'est pas suffisamment intéressante pour être exploitée. Alors, les roches ne sont pas égales devant justement ces paramètres. Et on va parler d'homogénéité, d'hétérogénéité, ce qui va permettre ou pas de laisser passer l'eau. Alors voici une représentation graphique que j'ai extrait d'un ouvrage, c'est un document qui vient du BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Hein, c'est, on va dire, un grand organisme de géologie de France, puisque ça emploie à peu près 300 géologues sur les 6000 qu'il y a au total en France. Et donc voici sur ce schéma, on a différents types d'aquifères qui sont représentés. Et ici, un bloc diagramme. Alors, un bloc diagramme, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation en 3 dimensions, à la fois des paysages, oui, en surface, mais également de la répartition des roches et de leur organisation. Alors, je vous montre quelques exemples de super aquifères. C'est ce qu'on appelle les grands bassins sédimentaires. Vous, ici, quand vous êtes à Bordeaux, vous êtes dans un grand bassin sédimentaire, ce qu'on appelle le bassin d'Aquitaine. On en a un autre, c'est le bassin de Paris. Et puis, il y en a un troisième, c'est le bassin du sud-est, qui se trouve dans le sud-est. Et bien là, ce sont des grands bassins qui sont de super aquifères. Ce sont d'ailleurs les plus grands qu'il puisse y avoir en France. Et donc, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle des aquifères alors, c'est surtout des roches sédimentaires, et avec soit des roches en surface, soit des roches un peu plus profondes. Un autre exemple de grand bassin sédimentaire, alors plus petit en taille mais important quand même, là c'est le fossé rhénan. Le fossé rhénan qui se trouve dans le fossé du Rhin, donc dans l'est de la France. À ça, vous pouvez rajouter aussi ce qu'on appelle la Limagne, c'est le secteur de Clermont-Ferrand, où là aussi on a des grands aquifères qui peuvent être profonds, parce que là ça peut aller jusqu'à 3 km de profondeur. Le bassin d'Aquitaine, lui, il peut aller jusqu'à 6-7 000 mètres de profondeur. Le bassin parisien, il est minable, vous voyez, c'est que 3 000 mètres. Par contre, le bassin du sud-est, c'est 11 000 mètres au maxi. Donc ça fait 11 km quand même d'épaisseur de sédiments. Alors les autres aquifères qui sont représentés ici, alors celui-là c'est un des plus importants parce que c'est ceux qui sont les plus exploités par les hommes, c'est ce qu'on appelle les zones alluviales. Donc c'est ici, là. Donc avec les alluvions, donc des dépôts sédimentaires transportés par les cours d'eau. Là c'est une photo aérienne à côté de chez moi, donc qui montre ces bancs de sable ici, là, qui se constituent de très bons aquifères. Alors autrement, un autre aquifère que je n'ai pas dans le Maine-et-Loire parce que là, il faut aller en montagne pour le voir,
C'est ce qu'on appelle les moraines glaciaires. Donc des dépôts qui sont liés aux glaciers lorsqu'il y en avait. Et puis ça c'est des aquifères que je vais voir chaque année. Là, j'emmène les étudiants du côté de Volvic. Alors on est dans le 63 là. Donc c'est les aquifères de roches volcaniques qui sont très localisés et qui constituent de très très bons aquifères aussi. Et puis ça par contre c'est à côté de chez moi, hein. Toutes les roches sont comme ça, c'est ce qu'on appelle des aquifères de socle. Alors vous ici à Bordeaux vous ne connaissez pas ça parce qu'on est dans des roches sédimentaires, hein. Mais quand on est sur des roches magmatiques ou métamorphiques, typiquement voilà ce qu'on a comme type d'aquifère. Là il faut attendre d'avoir des fractures pour vraiment trouver de l'eau. Voici un autre exemple justement dans le massif armoricain là. Donc on a des roches qui sont plissées, etc. et qui sont faillées, et ce sont dans ces fractures qu'on va trouver essentiellement de l'eau. Donc là on appelle ça des aquifères de socle. Et puis il y en a d'autres, alors c'est ceux où j'aime bien faire de la spéléo. Là on est en montagne, on est dans des roches qui sont plissées, faillées, avec des aquifères qui sont compartimentés, on est essentiellement dans des roches sédimentaires. Donc ça c'est typiquement ce qu'il y a dans les Alpes, hein, par exemple, et dedans vous avez ce qu'on appelle des karstes. Les karstes, c'est l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure, là où on peut faire de la spéléologie. Donc là, qui constituent des aquifères remarquables. Alors, il n'y en a pas à Bordeaux même, hein, mais par contre, dès que vous allez dans les Pyrénées ou si vous allez dans Dordogne, tout ça, là, c'est la fête des karstes. Alors, pour trouver des eaux souterraines, il faut donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord regarder les cartes géoles. Ensuite, il faut rechercher les aquifères là-dedans. Et puis aussi, il y a d'autres techniques. Alors, il y a la technique Claude François, c'est le profil électrique, hein. Donc là, on injecte du courant dans le sous-sol. On met une sonde, puis une autre, puis on regarde un petit peu comment ça se passe en mettant du jus pour voir si justement ça passe. Si ça passe, ça veut dire qu'il y a de l'eau en dessous. Et sinon, il y a une autre technique, c'est la lecture des données de forage. Et ça, vous allez pouvoir le faire autour de chez vous, car tout ça, c'est disponible sur un site qui s'appelle Infoterre, qui est un site du BRGM, donc le fameux Bureau de recherche géologique et minière. Voilà, ici à droite. Alors, en effet, là-dessus, j'ai mis Bordeaux, ici. Alors, je ne sais pas exactement où on est, nous. Là, est-ce qu'on est dessus, là, ou pas? On est par là, nous? Non? Non, on est plus haut? Là? Là-dedans? OK. Alors, sur le site du BRGM, donc, vous pouvez aller chercher. Ici, il y a le choix des couches. Les couches, parce que c'est des couches, en fait. C'est organisé sous forme de couches. Vous pouvez choisir les dossiers du sous-sol et regarder. On a voilà, toutes les données de sondage qu'il y a à Bordeaux. Waouh! Et là, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui se sont amusés à faire des trous à Bordeaux. Alors, les trous les plus intéressants, c'est ceux qui sont en marron avec du noir. Pourquoi? Parce que ce sont les ouvrages où il y a la géologie qui est vérifiée et il y a même des documents. Alors, voilà un exemple de forage que j'ai trouvé ici. Alors, il n'est pas très profond, celui-là. Il est... où est-ce qu'on a la profondeur? Je vais vous la trouver après. Voilà, profondeur, 80 mètres de profondeur. Ce n'est pas grand-chose. Il y a des forages qui peuvent aller jusqu'à 3 km de profondeur, hein. Donc, on a le détail de tout ce qu'il y a jusqu'à 3 km. C'est énorme, hein. Et donc là, j'ai regardé un petit peu la lithologie. Alors, la lithologie, ce n'est pas une maladie rare, hein. Ça veut dire logie, c'est le discours sur lithos, les pierres. C'est le descriptif, en fait. C'est tout ce qu'il y a à manger. Alors, j'ai regardé là-dedans, et tous les noms, et regardez, il y a beaucoup d'argile. Il y a marne. Alors, il y a un petit peu de sable, mais il est argileux. Alors, en fait, je suis désolé de vous le dire, mesdames et messieurs, mais ce forage, il n'est pas bien du tout pour l'eau. Parce que tous ces cailloux ne sont pas des aquifères, mais plus des aquicludes ou des aquitars. Donc là, malheureusement, les gens qui ont fait ce trou-là, ici à 80 mètres, ils n'ont pas dû trouver beaucoup d'eau exploitable. Voilà, donc ça, c'est possible de le faire. Et vous pourrez essayer de le faire simplement en allant sur le site du BRGM, sur le site de Infoterre, en allant chercher la banque du sous-sol. Alors, l'autre technique pour trouver des eaux souterraines, c'est de regarder les données de surface. Ah, observer, un truc de folie, hein. Dans la génération intelligence artificielle où on va perdre beaucoup de repères, l'observation, oui, c'est énorme. Un truc. Alors, on va essayer de trouver des fontaines, des sources, des plans d'eau. Voilà. Alors, comment ça marche? J'ai regardé aussi là dans le coin où on se trouve. Et j'ai trouvé sur cette carte, il y a 2 fois le mot fonte. Là, vous le voyez? Fonte. Des fois, c'est... Alors, il y a pisse ici, mais c'est une piscine. Alors, sinon, il y a SCE. SCE, c'est source. Source et fontaine, c'est la même chose, hein. Une fontaine, c'est l'ancien nom des sources. Voilà. Et source, ça vient du verbe sourdre qui veut dire jaillir. Donc, moi, voilà. Si je devais bosser dans ce secteur, j'irais voir les 2 fontes, là, les 2 fontaines,
Et j'essaierai de regarder un petit peu comment est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles ont toujours de l'eau, et je pourrais même m'amuser à faire des prélèvements pour voir un petit peu quelle est la qualité chimique de ces eaux. Alors ça, c'est possible. Deuxième chose, alors ça, j'ai pas l'appareil, mais il y a un gaz qui s'appelle le radon. Alors ça concerne plus les régions où j'habite. Et en effet, le radon, c'est un gaz inodore, alors qu'un énorme problème, c'est que il donne de cancer, ce machin. Donc, alors, plus les roches sont fissurées, plus il est possible d'avoir du radon. Donc, si vous avez un appareil qui est suffisamment perfectionné pour détecter ce radon, eh bien, vous pouvez, s'il y en a beaucoup, par exemple, on va dire, tiens, peut-être que c'est fissuré. Et si c'est fissuré, tiens, il y aura peut-être de l'eau. Alors sinon, il y a un autre truc, alors ça c'est facile, mais par contre, il faut aimer les végétaux. Il se trouve qu'il y a des plantes qui sont hyper adaptées à l'eau. Alors pour les arbres, vous connaissez le peuplier, le saule, le frêne, l'aulne, etc. Tous ces arbres-là ont une particularité, elles aiment bien avoir les racines un peu dans l'eau. Donc le fait d'en voir, ça donne des indications sur la présence d'eau à proximité. Donc c'est de l'observation de surface, encore une fois. Et puis, il y a un autre truc, alors ça j'adore le faire, parce que ça fait partie de mes activités quand je suis... parce que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été dit, mais là, pour l'hydrogéologie, je suis hydrogéologue agréé, c'est-à-dire que l'ARS, l'Agence régionale de santé, peut me demander d'intervenir pour faire une expertise, pour voir si on peut enterrer des gens, si on peut installer une laiterie, pour installer un aménagement dans une zone de périmètre de protection, etc. Et donc, mon travail, c'est d'aller sur le terrain et de chercher des puits. Alors c'est problématique parce que les puits, il y en a très peu qui sont déclarés. Donc il faut faire du porte-à-porte. Voilà. Puis bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que vous avez un puits dans votre jardin? C'est surprenant. Hein. Si un jour vous avez ça, quelqu'un qui est comme ça, qui arrive chez vous et qui vous demande si vous avez un puits dans le jardin, c'est peut-être un hydrogéologue. Voilà. Alors c'est ce que j'ai fait récemment là pour ça, c'est un cloître où il y a des bonnes sœurs qui se faisaient enterrer. Et donc, maintenant, il faut qu'elles aient l'autorisation de se faire enterrer. Donc, il se trouve qu'à l'intérieur de tout ça, c'est leur propriété, il y avait des puits, alors que j'ai mis en bleu, là. Et donc là, je suis allé dans ce coin-là et j'ai regardé à quelle altitude se trouvait le niveau d'eau dans leur puits. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle des relevés piézométriques. Piézométrique, ça vient de piézo, ce qui veut dire la pression, mesure de la pression. Alors là, allez, 2 mots. Tiens, c'est très simple. En fait, quand vous mettez de l'eau dans une bouteille remplie de sable, si jamais vous aviez une bouteille remplie de sable chez vous, voilà, vous mettez de l'eau dedans, vous verrez que l'eau va au fond, ce qui est un peu normal sous l'action de la gravité. Et donc, il y a une zone où il n'y aura que de l'eau dans tous les trous qui sont connectés, et on appelle ça la zone saturée de l'aquifère. Et puis, il y a une zone où il y aura en fait de l'air. Eh bien, on appelle ça la zone aérée ou la zone non saturée. Alors voilà la zone saturée ici en bleu là et la zone non saturée. Et alors ce qui est intéressant, c'est que justement quand moi je vais dans un puits, eh bien je regarde ça et je regarde quel est ce niveau qui est ici, qui correspond à la limite entre la zone saturée et la zone non saturée. Et ça, c'est le niveau de la nappe. C'est ce qu'on appelle donc le niveau piézométrique. Alors voilà une autre illustration que j'ai faite là, c'est avec des ronds qui sont censés représenter des grains. Et ici, une fissure. Et vous voyez que là, dans cette zone-là, il y a de l'eau dans tous les trous. C'est donc la zone saturée. Là, il y a de l'air. C'est la zone aérée. Là, même chose. Et en fait, le niveau piézométrique, il est là. Tac et tac. Alors, ce niveau piézométrique, lorsqu'il est dans un puits, vous voyez, ça correspond à la limite entre la zone aérée et la zone non saturée. Alors, si ce niveau piézométrique n'est pas plan, eh bien forcément, il y a une pente. Et cette pente va induire un mouvement de l'eau. Ici, par exemple, j'ai matérialisé par le petit point rouge, là. On va dire que c'est du pastis que vous mettez dans votre puits ici. Eh bien, il va se déplacer par là. C'est-à-dire que les gens qui sont là, s'ils prélèvent de l'eau, il y aura du rouge dedans. Alors voilà, par exemple, une carte justement d'une étude qui a été menée. Alors c'est avec la confluence entre le Rhône et la Durance. Et tous les points rouges ici, ce sont des données de puits. C'est-à-dire que les gens, les hydrogéologues, sont allés dans un laps de temps court, j'y reviendrai, ils sont allés dans un laps de temps court faire des relevés. Et grâce à ces relevés, ils ont pu construire ces courbes qu'on appelle des isopièzes et dont je vous reparlerai. Alors je reprends. Pour trouver des eaux souterraines, on regarde la géole, on observe tout ce qui se passe en surface. Et il y a une troisième chose, on va regarder les infos sur les eaux souterraines s'il y en a.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder ce qu'on appelle les cartes hydrogéologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte hydrogéologique? C'est une carte où il y a des données géologiques, mais aussi des données sur les eaux. Alors, je vous ai montré celle-ci tout à l'heure. C'était la carte qui représentait les eaux souterraines dans le monde entier. Et quand c'est en bleu, justement, ça veut dire qu'on est sur un super aquifère. Et quand c'est en marron, ça veut dire qu'on est sur un super aquiclude, c'est-à-dire l'opposé d'aquifère. La même chose à l'échelle de l'Europe. Et vous voyez la France ici, là. Alors, Bordeaux ici, vous voyez, on est apparemment, d'après cette carte, nous serions sur des roches qui sont plutôt des aquifères. Et par contre, quand on est en Bretagne, à Brest et tout ça, on est plus sur des aquicludes. Alors, il y a la même chose pour la France. Et vous voyez, là, on voit très bien Bordeaux ici. Et moi, je viens d'Angers, au sud d'Angers. Donc, moi, je suis sur un aquiclude et vous êtes sur des aquifères. Alors, il y a une autre source. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Infoterre pour trouver des données de forage qui auraient pu être faits à proximité de votre domicile. Eh bien, on va retourner sur Infoterre parce que sur Infoterre, on a aussi les données sur les eaux souterraines. Et il se trouve que là, c'est à l'échelle européenne, on a classé les eaux souterraines en 10 niveaux. Le niveau 1, qui est là-haut, c'est le moins profond, et le niveau 10, c'est le plus profond. Eh bien, quand on regarde, j'ai dit trop vite. Quand on regarde le secteur justement de Bordeaux, ici, on s'aperçoit qu'on a du niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même 8, oui, et un petit peu de 9. Alors que dans le bassin de Paris, oui, il n'y a pas du 9. Hein. Donc vous avez de la chance, hein, vous êtes dans une des zones où il y a le plus d'empilement de nappes. C'est bien, hein, félicitations. Alors voilà ce que ça donne quand on met tous les niveaux de 1 à 10 sur Infoterre. On voit que c'est le bazar, on a l'impression que c'est un enfant qui s'est amusé à faire du coloriage. En fait, c'est la superposition de toutes les nappes de niveau 1 jusqu'à 10. Et en effet, le bassin d'Aquitaine est réputé pour avoir un empilement de nappes relativement conséquent. Alors dans le détail, voilà ce que ça donne. Là, on ne le voit pas, mais ça c'est Bordeaux, hein, avec les alluvions de la Garonne, ici. Et en fait, là, oui, vous avez plusieurs nappes qui sont superposées. Alors, il y a une autre astuce. Alors, je vous la donne, c'est la BD LISA. BD LISA, BD, c'est banque de données sur les limites des systèmes aquifères. Ça aussi, c'est gratuit et ça va vous permettre d'avoir des fiches sur le nom des nappes sur lesquelles qui seront à côté de chez vous. La BD LISA. Alors, j'ai fait la même chose pour Bordeaux. Donc, j'ai été simplement rechercher ici. Vous voyez, il y a un onglet « Recherche une commune ». Donc, vous écrivez le nom de votre commune. Voilà, Bordeaux, pof. Et ensuite, vous cliquez sur le truc. Et là, vous avez les alluvions de l'estuaire de la Gironde, fiche nationale. Voilà. Donc, chaque fiche a une référence nationale. Et voilà ce que j'ai eu tout de suite. Et donc, je m'aperçois ici que j'ai le dessin des limites de mon aquifère qui s'appelle donc les alluvions de l'estuaire de la Gironde. Et on s'aperçoit que c'est de l'ordre 1 principalement, c'est-à-dire que c'est en fait une nappe de faible profondeur. Voilà. Donc ça me permet, moi, quand je fais mon travail d'hydrogéole, et les vignerons-vigneronnes, ou vous, en tant que privé, vous pourriez très bien le faire aussi pour vérifier quelles sont les nappes qui sont sur vos parcelles, grâce à cette technique et grâce à la banque de données LISA, BD LISA. Alors, je reviens en arrière parce qu'il y a un truc qui est bizarre ici, là. Entité hydrogéologique à partie libre et captive. Alors ça, c'est du vocabulaire d'hydrogéole. C'est très simple, vous allez voir, c'est cool. En effet, une nappe, soit elle est libre, soit elle est captive. Alors qu'est-ce que c'est qu'une nappe libre? Voilà un exemple de nappe libre. Alors c'est écrit en anglais, mais c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique. Donc une nappe libre, c'est une nappe où la surface piézométrique, ici, là, on la voit très bien, eh bien, elle délimite réellement une zone saturée en eau d'une zone non saturée. Voilà. Et cette limite piézométrique ici, là, ce niveau piézométrique ici, il peut évoluer dans le temps. Et on a toujours une zone non saturée. Alors qu'à droite, donc ça c'est ce qu'on appelle une nappe libre. Qu'est-ce que c'est qu'une nappe captive? C'est une nappe, mais regardez, il n'y a plus de zone non saturée. Elle est complètement saturée en eau. Alors, il y a bien une surface piézo, elle est là-haut, vous voyez, mais elle est au-dessus de la limite supérieure, là, qui est un aquiclude, en fait, qui l'empêche de ressortir. Donc ça, c'est une caractéristique des nappes captives, hein, c'est le fait d'avoir au-dessus d'elle un aquiclude.
Et la surface piézométrique, vous voyez qu'elle est au-dessus. C'est-à-dire que si vous faites un trou ici, eh bien l'eau, elle va remonter. C'est ce qu'on appelle un puits artésien ou semi-artésien s'il ne dépasse pas le sol, et artésien si l'eau jaillit. Donc l'eau, dans le cas d'une nappe captive, l'eau est sous pression. C'est de l'eau qui remonte tout seul, c'est cool. Alors que pour une nappe libre, eh bien, l'eau n'est pas sous pression, elle a la pression atmosphérique. Voilà la différence. Alors d'après vous, c'est assez simple. Laquelle est la plus profonde? Elles sont les plus profondes. Celles-là, généralement, ce sont les plus nombreuses en France. D'ailleurs, dans le monde, ce sont les plus nombreuses, mais ce sont les plus proches de la surface. D'ailleurs, puisqu'elles sont proches de la surface, ce sont aussi les plus exploitées. À droite, c'est des nappes qui sont généralement beaucoup moins profondes, beaucoup moins fréquentes et qui sont beaucoup plus profondes. Donc là, évidemment, pour les atteindre, il faut des techniques de forage qui soient supérieures à celles-ci. Alors, regardez, parce que en fait, sur ce schéma, c'est une coupe. J'ai dessiné des unités géologiques. Alors, il y en a une en vert en bas, une en blanc ici et une en orange là-haut. Alors, tout ce qui est vert et orange, là, c'est des aquicludes, c'est-à-dire c'est fermé à l'eau. Et l'aquifère, il est ici. C'est l'aquifère qui peut contenir de l'eau. Et j'ai mis en bleu ici ce qu'on appelle la zone saturée en eau. Voilà. Et ici, il y a une zone non saturée. Alors, quand il y a une zone non saturée, ça veut dire que la nappe est libre. Et regardez ici. Eh bien, il n'y a pas de zone non saturée. Et donc là, la nappe est captive. Et on s'aperçoit avec ce schéma qu'une même nappe peut être libre à un endroit et captive à un autre. Voilà, une petite astuce sur cette nomenclature de nappe libre et de nappe captive. Alors, dernier point concernant comment trouver des eaux souterraines. Eh bien, de la même manière, vous avez la possibilité d'avoir accès à des données de forage d'eau. Et ça aussi, vous pourrez essayer soit dans vos parcelles si vous êtes vigneron-vigneronne, soit chez vous si vous avez le questionnement autour de votre maison, est-ce qu'il y a des puits? Alors comment ça marche? Encore Infoterre, toujours du BRGM. Et là-dedans, en fait, il y a une banque du sous-sol eau. Fabuleux. Et voilà Bordeaux, encore, je reviens sur Bordeaux, et là j'ai été sélectionné à droite les points d'eau de la banque du sous-sol. Et regardez, voilà, tous les puits qui ont été recensés et signalés dans le site de Infoterre. Donc à Bordeaux, il y a de la donnée. Et alors, hop. Là, c'est pareil. Si vous voulez après les informations sur chacun de ces puits, c'est simple. Il suffit d'aller sur I comme information et ensuite vous cliquez sur l'endroit qui est le plus proche de votre domicile ou de vos parcelles. Voilà pour comment on peut trouver des eaux souterraines. Donc je reviens en arrière. Vous avez compris que pour trouver des eaux souterraines, il y a 3 techniques. Le hasard, le sourcier ou l'hydrogéol. Et l'hydrogéol, il va fonctionner avec des données géologiques, il va observer et il va également rechercher les données sur les eaux souterraines disponibles, notamment, vous avez vu, sur la banque de données LISA ou sur Infoterre. Alors maintenant, une autre question qui est fondamentale pour bien comprendre ces eaux souterraines qui, je vous le rappelle, on ne voit pas. Et pour comprendre quelque chose qu'on ne voit pas, ce n'est pas simple. Eh bien, je vais vous expliquer comment fonctionnent les eaux souterraines et comment on peut les étudier. D'abord, les eaux souterraines interviennent dans le cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau, ici, il est schématisé par tout ça. Et en fait, c'est QW, c'est-à-dire les écoulements souterrains. On les retrouve également sur le schéma de droite, ici. Et ils sont en lien avec la réserve utile. Alors, comment ça marche, en effet? D'abord, la durée. Il se trouve que si l'écoulement des eaux dans le cycle de l'eau en surface, c'est quelques semaines, les infiltrations, ça peut mettre quelques mois, mais regardez bien. L'écoulement des eaux souterraines, ça c'est une particularité, c'est qu'il peut être extrêmement long. Alors, comment arriver à connaître justement les changements? Je vous ai rappelé tout à l'heure que le niveau piézométrique pouvait évoluer dans le temps. Et si vous avez chez vous un puits, tout ça, vous allez constater que le puits, quelquefois, il est au plus bas, quelquefois, il est au plus haut. Eh bien, c'est pareil. Alors là, vous allez aller sur un autre portail qui s'appelle HADES. Alors, qui n'a pas de H, oui, HADES sans H, qui est donc le portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines. Et ici, vous avez la possibilité de faire des recherches de données. Et vous allez rechercher parce que sur la fiche HADES, vous avez de centraliser toutes les données sur les
les variations en fait, du niveau piézométrique dans des puits bien ciblés. Alors j'ai fait la même chose pour Bordeaux. J'ai tapé dessus Bordeaux. Et voilà, il y a 7 données dans ce secteur-là. Alors j'ai été voir ce que ça donnait. Et d'abord, j'ai constaté qu'on pouvait avoir également les fiches sur les eaux souterraines. Donc voilà, l'endroit où j'ai cliqué en fait correspond à une grande nappe. C'est pas la même que tout à l'heure, vous voyez. Donc tout ça, c'est pareil. Vous voyez, ça revient à la baie d'Elisa, c'est-à-dire que tous ces données Hadès et baie d'Elisa sont reliés. Et puis, j'ai également la possibilité ici, regardez, mesure du niveau d'eau. C'est ça qui est intéressant, parce que vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces données de forage où on suit en permanence le niveau des eaux. Alors, il y avait une donnée ici, il y avait 487 données, j'ai été la voir, mais elle était ridicule, et il y en a une de 128. Alors, celle-ci, elle m'intéressait parce que, regardez, ça va jusqu'en 2023. Et voilà, on accède à ça, et là, on a les données d'un suivi d'un forage depuis 1986 jusqu'en 2023, et on s'aperçoit que vous voyez que le niveau d'eau a tendance à baisser, là, vous voyez, globalement. Alors, il y a bien un caractère un peu cyclique, et ce caractère cyclique, je le vois beaucoup mieux par chez moi. Par chez moi, il y a ce forage qui est magnifique depuis 2008 jusqu'en 2024, oui, 2023. Et là, on voit que c'est un caractère cyclique. En effet, les eaux souterraines sont influencées de manière saisonnière. Alors pourquoi? On le voit ici sur ce schéma. Dry season, c'est la saison sèche, et puis wet season, c'est la saison humide. Voilà. Et donc, ça, c'est le battement des nappes d'eau souterraines. Et well, c'est le puits en anglais. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un lien de l'eau avec l'eau du sol. Et ça, vous vous souvenez de ça? Alors, on avait dit tout à l'heure que quand c'était en vert, ça veut dire que la réserve utile est pleine. Et en fait, lorsque la réserve utile est pleine, lorsque c'est l'hiver hydrique, c'est la période où les eaux souterraines vont être alimentées. C'est ce qu'on appelle la période de recharge des nappes d'eau souterraines. C'est pour ça qu'actuellement, on s'alerte à ça. C'est-à-dire oui, d'accord, je l'ai constaté tout à l'heure en venant à Bordeaux. Là, c'est très humide un peu partout, il y a de l'eau partout. Mais ça ne veut pas dire que les eaux souterraines sont pleines, malheureusement. Parce que pour que ça aille dans les eaux souterraines, d'abord, il faut que la réserve utile soit pleine et il faut du temps, il faut que ça soit lent comme processus. Donc, c'est la période de recharge. Et cette période de recharge, elle correspond en effet à la période où la réserve utile est pleine, donc le fameux hiver hydrique. Alors, les échanges avec le sol sont aussi verticaux, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il peut y avoir donc le drainage, c'est-à-dire que la réserve utile va alimenter les eaux souterraines, mais également, on peut avoir des phénomènes de remontée capillaire. Donc, les eaux souterraines fonctionnent dans le cycle de l'eau et elles peuvent fonctionner, bien sûr, en lien avec l'eau du sol. Maintenant, elles fonctionnent aussi avec l'eau de surface. Alors, comment? Voilà. Par des phénomènes qu'on appelle des remontées de nappe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une remontée de nappe? C'est quand la nappe est complètement pleine, glou, 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 ça remonte, ça remonte, ça remonte, et ça arrive jusqu'à la surface. Et sur le site du BRGM sur Infoterre, vous avez également la possibilité d'avoir des cartes de sensibilité aux remontées de nappe. Et si vous êtes dans le rouge, par exemple, eh bien, il vaut mieux éviter d'avoir une cave enterrée, car ce sera une piscine enterrée pendant la période d'hiver. Alors, regardez, là j'ai refait mon schéma de tout à l'heure, et là on va voir qu'il y a un lien entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et on constate que sur la partie droite, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a un cours d'eau? Eh bien parce que la nappe affleure. Ça, c'est un exemple qui montre que les nappes d'eau souterraines peuvent avoir un lien aussi avec les eaux de surface. Voici deux exemples d'ailleurs qui sont assez classiques. Ici, vous avez un cours d'eau, ce qu'on appelle un cours d'eau infiltrant. C'est typiquement ce qu'il y a dans le désert. Il n'y a rien, et tout d'un coup, il pleut. Il y a de l'eau, il y a un cours d'eau, et le lendemain, le cours d'eau a disparu. Il s'est infiltré. Donc là, c'est le cours d'eau qui alimente la nappe. Et puis, majoritairement, par chez nous, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est la nappe qui alimente le cours d'eau. Alors voilà comment ça se passe. Quand le niveau de la nappe est bas, eh bien, il y a très peu d'eau dans le cours d'eau, et quand il est haut, il y en a beaucoup plus. Alors justement, il y a ces schémas qui sont intéressants, qui permettent de voir la part qui existe entre les eaux souterraines. Ça, c'est l'eau dans un cours d'eau. Quand il y en a beaucoup ici, c'est ce qu'on appelle les crues, et quand il n'y en a pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'étiage. Et on s'aperçoit qu'en période d'étiage, l'eau qui se trouve dans le cours d'eau est essentiellement de couleur bleue. On regarde ce que c'est que le bleu, c'est-à-dire qu'elle est liée à des écoulements souterrains. Alors qu'en hiver, eh bien, on a surtout de l'eau qui provient des écoulements de surface. Et dans quasiment tous les cours d'eau de France, eh bien, on a tout le temps une part importante des eaux souterraines dans l'eau qui se trouve dans le cours d'eau. Donc,
Les eaux souterraines qu'on ne voit pas, vous voyez, eh bien, elles jouent un rôle important dans l'alimentation des eaux en surface. Alors ça peut avoir des impacts, parce que évidemment, là, vous voyez sur ce schéma, on a visiblement une nappe qui alimente un cours d'eau. Et si jamais la nappe est polluée, ben, le cours d'eau sera pollué à terme. Alors, dernière chose pour le fonctionnement des eaux souterraines, c'est les écoulements. Alors les écoulements, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont liés à l'existence d'une pente. Et sous l'action de la gravité, eh bien, ça se déplace. Et voilà la même chose ici, le sens du courant. Donc, comment le fait-on pour le déterminer? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va sur le terrain, on prend des mesures et on va caractériser l'altitude de la surface piézométrique. Et grâce à ça, avec un principe de triangulation, on va tracer les fameux isopièzes, qui veut dire même pression. Et ces isopièzes sont intéressants, ce sont des courbes qui vont me permettre de visualiser, d'imaginer comment est la forme de la nappe. Et grâce à ça, je vais pouvoir tracer des lignes de courant en bleu foncé. Et ces lignes de courant sont tout le temps perpendiculaires aux isopièzes et toujours du plus haut vers le plus bas, sous l'action de la gravité. Alors voilà ce que ça donne en 3D. Donc on a le sens du courant. Et vous voyez, là, j'ai tracé mes isopièzes et ma ligne de courant. Alors voici sur ce petit schéma, là on a en bleu ciel, ce sont des cours d'eau qui sont en surface, et en bleu foncé, ce sont les isopièzes. Et mon travail, c'est de tracer des flèches perpendiculaires aux isopièzes qui me permettent d'imaginer comment se fait l'écoulement des eaux souterraines. Et là, par exemple, on voit très nettement que le cours d'eau est alimenté par les eaux souterraines parce que les flèches convergent vers lui. Alors là, même chose. Alors ça, c'est un travail que je fais après, c'est tranquille. Hein. On fait une coupe, ce qu'on appelle une coupe topographique. Et là, on s'aperçoit qu'ici, il y a un marécage, vous voyez, sur ce schéma. Et ce marécage correspond à une zone où la nappe affleure. Si bien que là, grâce à ce genre de schéma, grâce aux isopièzes que j'ai réussi à tracer, je peux déterminer le sens d'écoulement de mes eaux, mais également les zones de sortie, ce qu'on appelle les exutoires. Et vous voyez, quand j'ai l'alimentation, le transfert et les exutoires, eh bien, je comprends le fonctionnement de mes nappes. Regardez ici, grâce à ça que je vous avais montré tout à l'heure, on s'aperçoit qu'ici, on a une nappe qui va alimenter le cours d'eau. Grâce à ça aussi, eh bien, je vois par exemple que mon lac, mon fleuve ou mon océan, tout ça sont alimentés par les cours d'eau. Alors, les menaces sur les eaux souterraines, très rapidement, c'est simple. Il y a deux gros problèmes. C'est comme toujours. Premier problème, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on ne les voit pas. Et comme tous les trucs qu'on ne voit pas, on a tendance à les négliger. Mais en dehors de cet aspect-là, les eaux souterraines souffrent d'un problème quantitatif de quantité et qualitatif de qualité. Vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux et tout à l'heure, devant le... en fait, je me suis aperçu que quand je suis né, moi, on était 3,5 milliards d'habitants sur Terre. Actuellement, on est plus de 8 milliards d'habitants sur Terre. Et il se trouve que forcément, la consommation en eau, et notamment en eau douce, augmente. Et il y a de plus en plus de problèmes au niveau des pays qui ont des soucis d'approvisionnement en eau douce, hein, je précise bien en eau douce, et ils seront à terme de plus en plus nombreux parce que on est de plus en plus nombreux. Donc c'est un problème d'offre et de demande. Il faut donc faire attention à ces réservoirs d'eau douce. Et je vous rappelle que les deux réservoirs d'eau douce les plus importants sur Terre, c'est quoi? C'est la glace. Mais elle est loin en fait des hommes, et puis les eaux souterraines qui constituent un réservoir très important. Alors il y a même des endroits où c'est la seule ressource. Ça c'est des photos aériennes, on dirait des disques, mais ce n'est pas des disques. C'est une photo aérienne dans le désert hein, qui montre des cultures qui sont faites parce qu'au centre, en fait, on a fait un puits et on va prélever les eaux souterraines. Donc dans certains pays, dans certains lieux, c'est la seule ressource en eau qu'il puisse y avoir. Alors, il se trouve que ces eaux souterraines sont menacées de la surexploitation. Quand on est nombreux, on va faire des puits. Et quand on fait des puits, on fait ce qu'on appelle des cônes de rabattement, comme ici. Donc c'est une dépression de la nappe qui modifie éventuellement les écoulements souterrains. Là, par exemple, vous voyez, normalement, c'est les eaux souterraines qui alimentent le lac. Et là, grâce au puits ou à cause du puits, on voit que c'est le lac qui va alimenter les eaux du puits. Alors, il y a un autre problème qui concerne Bordeaux, entre autres, mais toutes les zones qui sont sur le littoral. Ça, c'est un problème de l'avenir. Je pourrais revenir pendant les questions si vous le souhaitez. C'est ce qu'on appelle la remontée du Bizos salé. Et avec la hausse programmée du niveau marin, plus la surexploitation des eaux souterraines à proximité du littoral, eh bien, on peut avoir des eaux salées qui vont avoir tendance à remonter vers la surface, et ce qui va conduire à une salinisation de la terre. Et puis, gros souci, ça c'est le gros souci, et en lien avec la viticulture éventuellement, si on utilise un peu trop de produits phytosanitaires,
entre autres, hein, mais ça concerne tout un tas de secteurs d'activité qu'il faut surveiller. C'est l'influence des polluants, car oui, quand on met des polluants sur le sol, ça peut s'infiltrer et ça peut finir in fine dans les eaux souterraines et après se retrouver à la surface et avoir des dommages quelquefois irréversibles. Je rappelle que la circulation des eaux souterraines est extrêmement lente. C'est-à-dire que mettre en place des systèmes de dépollution, tout ça, ça nécessite du temps, de l'argent. Et quand je dis du temps, c'est beaucoup de temps. Alors voilà une carte par exemple de la pollution par les nitrates, sachant que la pollution des nitrates que l'on a actuellement, c'est un héritage d'il y a 50 ans. Vous voyez, la latence entre le moment où on met le produit et le moment où on a les effets, ça peut être extrêmement long. Pour en savoir plus, eh bien, tout à l'heure, je vous ai montré les fiches ADES, je vous ai montré Infoterre, je vous ai montré la BD ELISA, et puis il y a un autre truc qui s'appelle le SIGES, le système d'information géographique sur les eaux souterraines. Il y en a un dans chaque département. J'ai regardé celui d'Aquitaine, et voilà. Et ça, c'est fabuleux parce que regardez ici, vous avez des petits logos bleus, rouges, et il y a du vert aussi. C'est des niveaux de lecture. C'est-à-dire que même un enfant pourrait s'amuser à regarder parce qu'il y a un niveau de lecture scolaire. Oui. Donc on peut adapter la compréhension des eaux souterraines en fonction de l'âge. Et voilà, alors là-dedans, j'ai essayé par exemple, et il y a un onglet qui s'appelle « Quelles sont les nappes qu'il y a sous nos pieds ?» Et c'est génial, c'est-à-dire que les vignerons, vigneronnes ainsi que les particuliers peuvent s'amuser à aller sur le SIGES de Nouvelle-Aquitaine et de regarder pour justement si on retrouve les nappes qu'il y a en dessous. Alors il y a également il y a des petits films, j'ai vu ça. Par exemple, là, vous avez des petits films sur comment est-ce qu'on recherche des eaux souterraines. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a des petits films sur le cycle de l'eau. Il y a les mystères d'une ressource invisible. Qu'est-ce que c'est que la piézométrie? En fait, il y a quasiment tout ce que je viens de vous dire qui est disponible tranquillement à la maison, si jamais vous voulez y revenir, sur le site du SIGES de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc en bilan. Vous savez maintenant que la vigne est surtout dépendante non pas des eaux souterraines, mais de l'eau du sol, de la réserve utile. Vous savez également que ces eaux souterraines sont dépendantes de l'eau du sol, évidemment, puisque je vous ai évoqué tout à l'heure que la période de recharge des eaux souterraines correspondait à la période où la réserve utile était pleine en hiver hydrique. L'autre point, c'est que si vous voulez en savoir plus sur les eaux souterraines, eh bien, il faut trouver des données géologiques. Il faut trouver des données, il faut observer en surface, mais également trouver des données hydrogéologiques. Et tout ça, vous avez notamment avec les portails comme BD ELISA, ADES, Infoterre, tout le choix pour trouver ces informations. Et puis, une fois qu'on a identifié qu'on a bien une nappe sous nos pieds, il faut essayer de savoir comment elle fonctionne, par où elle se déplace, etc. Étant donné qu'on ne le voit pas, eh bien là, il faut trouver également des informations sur l'alimentation, le transport et les exutoires, les sorties, les fameuses sources, les fameuses fontaines. Enfin, vous avez compris, je vous l'ai montré à plusieurs reprises, ces eaux souterraines vont influencer les eaux de surface, notamment les cours d'eau. J'ai évoqué un marécage tout à l'heure, j'ai évoqué les sources. Eh bien, tous ces aspects-là, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire que les eaux souterraines qu'on ne voit pas, eh bien, quelquefois, quand même, on les voit à la surface. Et puis, vous l'avez compris, on est de plus en plus nombreux. Et donc, nombreux et nombreuses. Et donc, dans l'avenir, il risque d'y avoir des pénuries d'eau douce de qualité. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on fasse très attention, qu'on gère bien nos stocks actuels. D'où l'importance de ma venue aujourd'hui ici. C'est pour vous exprimer ce que sont ces eaux souterraines, vous inciter à vous renseigner sur les eaux souterraines qu'il y a à proximité de chez vous ou dans les parcelles qui vous plaisent. Parce que on est tous acteurs un peu de ce truc-là. Et la seule chose que je vous demande, oui, je suis venu gratos comme ça sur mon temps, j'ai pas beaucoup dormi, etc. Mais avec une seule condition, c'est que toutes et tous, à Noël par exemple, vous en profitiez pour parler des eaux souterraines au cours du repas de Noël, à côté de la dinde. Ou pas. Et puis, dernière chose, vous avez compris que les enjeux de demain, c'est quoi? C'est de préserver cette ressource, c'est ce que je vous ai dit, pour éviter d'avoir des problèmes qualitatifs ou quantitatifs, parce qu'en effet, les actions que l'on peut avoir sur les eaux souterraines peuvent avoir un caractère irréversible. Je vous ai évoqué tout à l'heure la lenteur des processus, de la diffusion des polluants, etc. Et donc, il faut faire hyper gaffe parce que ce qu'on peut avoir comme action ici, ça peut durer pas une génération, mais 2, 3, 4 ou 5. Voilà. Voilà ce que je voulais évoquer auprès de vous. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, en effet, avec un collègue prof de SVT, alors c'est lui, c'est Yves, on a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Géo et plus loin Logique. L'objectif, c'est du gratuit, c'est de la passion. C'est d'expliquer comment on fait de la géole sur le terrain.
Et donc, on a plus d'une centaine de films, et tout ça, vous pourrez aller les regarder si vous le souhaitez. On va sans doute en faire sur l'hydrogéol, parce qu'on n'a pas encore fait. Hein. Et puis, bah, voilà, je tiens à vous remercier. Et puis, bah, ça, c'est la suite, hein, c'est ça, c'est la prochaine fois. Voilà. Alors, si, au fait, on m'avait demandé, j'avais fait une conférence à peu près dans ce style, mais c'était un autre truc, ça s'appelait les matinées des œnologues. Voilà. Donc c'était sur les eaux souterraines aussi, et je suis très heureux que les eaux souterraines passionnent les gens qui exploitent les vignes, parce que c'est un des domaines sur lesquels je parle avec les vignerons-vigneronnes, mais c'est pas le principal domaine. Hein. Généralement, ce que me demandent les vignerons-vigneronnes, c'est qu'est-ce que j'ai comme caillou dans ma parcelle. Hein. Voilà, c'est ça. Donc je vous remercie, et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vais juste lancer le micro et après je te réécris les questions. Il y a un micro qui va passer parmi vous, qui a une drôle de forme. Ouais, avec lequel on peut se faire des passes en toute sécurité. Donc voilà. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous souhaite poser une question? Souvent la première, la plus difficile. Gilles, petite question. Parlez bien proche du micro quand vous parlez, pour bien qu'on vous entende. Oui, c'est génial. Regardez, Gilles va vous poser la question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. On n'a pas beaucoup parlé de vignes ce soir. Dans le cadre évidemment de la viticulture, il y a une problématique qui est très importante pour nous, c'est l'irrigation, comme vous le savez. Comment votre rôle peut nous aider à définir finalement l'importance ou le risque que pourrait prendre l'irrigation dans nos territoires, que ce soit des territoires du sud ou même les nôtres un peu plus au nord? Oui, alors moi j'habite dans le Maine-et-Loire, dans le Schnorr, tout ça là, mais de plus en plus on a des gens qui veulent planter de la vigne en Bretagne. Vous voyez, on est en train de migrer vers le haut, et peut-être que plus tard on fera du Bordeaux dans le Maine-et-Loire, je ne sais pas, on l'appellera autrement. Mais en effet, il y a un gros souci d'eau à l'avenir, et il y a déjà des pays comme l'Espagne, tout ça, qui sont hyper sensibilisés à ça, qui essaient de faire en sorte de garder au maximum l'eau. Tout à l'heure, j'ai montré les vignes de Lanzarote, là, c'est la même problématique. Donc, parmi les solutions, en effet, il y a l'irrigation, qui est tolérée dans certains pays, qui l'est également sur certains secteurs de France. Et donc, si jamais l'irrigation se met en place, il faudra trouver de l'eau. Et donc, vous avez entendu parler des bassines, tout ça, hein, c'est une solution, mais sinon, il y a le pompage. Et dans ce cas-là, il faudra simplement être vigilant. Quels seraient les inconvénients pour les eaux souterraines? C'est qu'il y en aurait moins, forcément. Et il faut simplement vérifier que les quantités qui seraient exploitées ne nuiraient pas, par exemple, à l'existence d'un cours d'eau pendant la période d'étiage. Parce que tout à l'heure, j'ai montré que les cours d'eau en période d'étiage étaient principalement alimentés par les eaux souterraines. Alors, ce n'est pas le cas de tous les cours d'eau, hein, mais c'était le cas de tous les exemples que je vous ai montrés. Et l'autre aspect, bien sûr, c'est les intrants, on va dire, en termes de polluants éventuels, pour voir comment ils s'infiltrent. Et dans le secteur de mon village, là, il y avait une expérience qui avait été menée sur un bassin qui était complètement imperméable, pour voir si le lessivage, par rapport à tout ce qu'on mettait en quantité, on va dire si on met 100, combien il y en a après qui va dans le cours d'eau. Et la grosse question, dans des secteurs qui sont plus des aquifères, il y en a une partie qui va s'infiltrer. Et donc là aussi, il faut se poser la question de quel est le devenir de ces intrants. Donc voilà les deux problématiques de lien entre viticulture et eau souterraine. Éventuellement, utiliser les eaux souterraines pour l'irrigation du futur, si elle existe, avec donc la prise en compte des quantités pour voir quels seront les effets sur tous les gens qui utilisent ces eaux souterraines à proximité, ou sur tous les cours d'eau, etc. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport aux polluants éventuels qui pourraient pénétrer dans le sol, puis ensuite aller dans le sous-sol, et puis de voir un petit peu comment ils évoluent. Alors, en attendant de faire tourner le micro dans la salle, on a aussi des questions par Internet. Il y a une question sur
toujours dans la perspective de ce qu'a pu évoquer Gilles, le lien entre les eaux souterraines et la viticulture, est-ce que vous savez si la mesure des eaux souterraines a été utilisée pour la délimitation des appellations d'origine, des AOC? Et du coup, je rajoute un petit point qui était l'une de mes questions. Est-ce que la profondeur des eaux a un lien justement avec le développement et l'équilibre des vignes et des vignobles? Est-ce que tout ça est lié? Alors, en ce qui concerne les appellations pour lesquelles on m'a demandé de travailler, j'ai jamais vu le terme eau souterraine apparaître dans le cahier des charges pour les appellations, dans le Maine-et-Loire, hein, donc pour l'Anjou ni le Muscadet. La seule chose qu'on me demande, moi, c'est quels sont les types de roches. Et puis, ce qu'on regarde, par contre, c'est plus l'analyse du sol, avec les problèmes d'hydromorphie, etc., qui sont classiques, mais pas encore pour l'hydrogéologie. Par contre, l'hydrogéologie, elle est prise en compte dans toutes les problématiques d'aménagement. Moi, je fais partie de la CDNPS, c'est le Conseil départemental Nature, Paysage et Sites. C'est quand on veut faire une carrière ou un truc de ce genre-là. Dans le 49, ça passe devant une commission. Et donc là, évidemment, les eaux souterraines sont prises en compte. Je fais partie aussi du CODERST. Le CODERST, c'est le Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques. Donc là, c'est dès qu'il y a des choses qui peuvent nuire à la santé humaine, eh bien, on fait appel ici à un hydrogéologue pour vérifier si tout va bien se passer. Et ça, là, ça marche pour l'épandage, par exemple, en agriculture, c'est pour l'épandage pour les gens qui ont du bétail. Donc voilà, mais en tout cas pour les appellations, je n'ai pas à ma connaissance d'aspect là-dessus. Alors je sais que dans le Bordelais, il y a des zones avec des terrasses alluviales qui sont très riches en eau. C'est vrai que là, du coup, parce que nous, on cherche tout le temps des endroits où il n'y a pas trop d'eau, mais je crois qu'à l'avenir, on va en chercher où il y a de l'eau. Donc là, je méconnais le Bordelais, hein, je connais juste ce feu rouge que j'ai découvert pendant 2 heures, mais c'est tout ce que je sais de Bordeaux. Je suis désolé, hein, mais je sais que dans le Bordelais, en tout cas, il y a satané feu rouge. Il y a une question dans la salle. Des usines de désalinisation des eaux de mer en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une solution au manque de ressources d'eau ou pas? Et sinon, quelles sont les problématiques? Alors pour les usines à dessaler l'eau de mer, on en a même en France, hein, l'île de Sein, qui est donc au large de Brest, dans vraiment le grand nord, là, oui, le nord-ouest, au large de la Bretagne. Donc sur l'île de Sein, vous avez les gens sont approvisionnés en eau avec des usines à dessaler. Donc les usines à dessaler l'eau de mer, c'est je veux dire, c'est une solution qui est indispensable aux pays comme Jordanie, Irak, Israël. Quand je suis allé en Israël, voilà, il y avait. Alors l'eau, elle a un petit goût particulier, quoi, mais c'est le seul moyen d'avoir de l'eau douce dans ces secteurs-là. Le problème des usines à dessaler l'eau de mer, évidemment, c'est que ça coûte cher pour l'instant. Il y a les systèmes de filtres qui doivent être optimisés. C'est eux qui nécessitent un entretien et qui coûtent très cher. Et puis, à Angers, on a une équipe de chercheurs là, justement, qui travaillent sur ces filtres pour essayer de les optimiser et de faire en sorte que plus tard, peut-être qu'on arrivera tous à récupérer de l'eau de mer et à faible coût et sans trop de dégâts derrière, quoi. Ça va pour cette... Oui, très bien. Ouais. Donc en attendant de faire passer le micro à nouveau, moi j'avais une question justement pour rester sur cette thématique d'eau salée. Vous parliez du biseau salé et des remontées du biseau salé. Est-ce que ça a un impact sur la viticulture? Est-ce que déjà on aperçoit des zones viticoles touchées, notamment en France, mais peut-être ailleurs dans le monde? Est-ce que ça a un impact globalement sur l'agriculture, sur la viticulture et peut-être également sur le vin, sur le produit final? Est-ce que vous savez s'il y a déjà des impacts constatés? Alors, pour répondre vraiment exactement à la question, je ne sais pas encore s'il y a des impacts, mais par contre, sur l'île de Ré, tout ça, là, il y a des vignes, hein, vous voyez, et il doit y avoir un petit biseau salé en dessous. J'essayais de remettre les illustrations du biseau salé pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est que ce truc-là. Je ne sais pas si c'est possible, là-haut. Sinon, je m'adapte. Donc, voilà. Je reviens en arrière pour vous le remontrer.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biseau, tout d'abord? Un biseau, c'est quelque chose qui a une forme un peu triangulaire, comme ça. Alors, il se trouve qu'au bord de la mer, il y a l'océan, ici. Tac. Et l'océan, l'eau, elle est salée, elle est à 34-35 pour 1000, hein, ou en 34 PSU. Et ici, il y a de l'eau douce qui est à 0 pour 1000. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle des eaux saumâtres. Alors, en anglais, c'est brackish, des eaux brackish, quoi, des eaux saumâtres. C'est entre les deux. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais en fait, il est plus facile de flotter sur l'eau salée. Hein, parce que la densité de l'eau de mer est plus importante que la densité de l'eau douce. Donc, sur ce principe, quand vous faites un cocktail, un mojito ou un truc de ce genre, le produit le plus dense va au fond. Et donc, l'eau salée, si jamais vous mettiez de l'eau salée dans un cocktail, ce qui serait pas sympa, eh bien, l'eau salée irait en bas. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce biseau salé? C'est cette forme de coin ici qui a tendance à pénétrer sous les terres. Alors, ça peut aller jusqu'à 2-3 km de distance quand même du littoral. Hein. Et du côté de Noirmoutier, donc c'est en Vendée, vous avez carrément des aquaculteurs qui vont faire des forages en profondeur pour chercher cette eau salée pour justement les clairs à huîtres. Donc, oui, ça a des avantages quand même. Mais le problème, c'est que quand on a une hausse du niveau marin, eh bien forcément, ce biseau salé, il remonte aussi. Donc, par exemple, sur l'île de Ré et tout ça, à la fin, les patates, elles vont avoir chaud patate, quoi, vous voyez. Si ça continue comme ça. Alors, il y a de plus en plus de travaux, de thèses qui sont menés justement pour essayer de suivre le biseau salé dans les zones littorales. Et les zones littorales, elles ont un petit souci, c'est que c'est là qu'il y a la majorité de la population mondiale. Alors nous, on parle des patates de Noirmoutier, tout ça, mais c'est que dalle à côté des pays en Inde ou tout ça, où les gens sont tous concentrés dans cette zone littorale. Et s'il y a vraiment, s'il y a cette hausse du niveau marin, eh bien forcément, il y a le biseau salé qui va remonter, et à terme, eh bien, les racines des végétaux pourraient avoir baigné là-dedans, et là, ça ne sera pas cool. Alors, ce phénomène, il peut être accéléré par ça. Là. Alors ça, c'est un forage. Ah oui, well, c'est un forage, un puits, quoi. Et je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on fait un forage, on pompe de l'eau. Et quand vous pompez de l'eau, ça aspire l'eau du bas. Et donc ça aussi, ça accélère le processus de remontée du biseau salé. Donc là, il faut gérer encore une fois. Il faut des gens qui disent « Oula, pas trop de pluie », parce que si on met trop de pluie, ça va faire remonter le biseau salé partout. Et à la fin, vous aurez une salinisation des terres. Et donc, c'est vrai que la vigne là, va avoir beaucoup plus de mal, quoi. Mais à ce jour, moi, je n'ai pas eu de retour justement des gens qui habitent sur les îles et qui justement sont dans des zones relativement basses où en dessous, il doit y avoir des eaux salées. Le micro n'a pas encore bougé, donc je pense qu'il n'y a pas encore de questions, mais n'hésitez pas à lever la main pour que le micro vous arrive. Moi, j'ai une question par Zoom de Philippe Bardet de Vignoble Bardet, donc un vigneron qui vous demande, donc une question un peu longue. Avez-vous des informations sur la modélisation du cycle de l'eau pour son effet sur la régulation des températures? Je constate qu'il pleut très légèrement plus qu'auparavant, mais au lieu que l'eau ne pénètre dans un sol bien vivant, qui accélère son stockage tout en la dépolluant naturellement. Le ruissellement sur les sols agricoles dégradés et sur les sols artificialisés va directement à l'océan sans recharger les nappes comme jadis. L'agroécologie nous aide à séquestrer du carbone dans les sols. Où en est l'agroéco-climatologie pour nous aider à cultiver l'eau verte au lieu de voir l'eau bleue générer des crues soudaines et partir tout aussi rapidement vers l'océan? Alors je reviens sur un chiffre. Quand je suis né, moi, 3,5 milliards d'habitants, maintenant on est plus de 8. Hein. Donc tous ces gens, ils ont des maisons, ils ont des trucs, et il faut des routes et tout. Et c'est vrai que de plus en plus, on a d'abord éliminé le bocage. Maintenant, on donne de l'argent pour le replanter. Et on s'est rendu compte que le bocage jouait un rôle important pour justement la recharge des eaux souterraines. Et puis l'artificialisation des terres avec tout ce qui est imperméabilisation, tout ça, bien sûr, ça accélère le processus de ruissellement de surface et l'eau ne va pas dans le sol et ne va pas remplir et ne va pas s'infiltrer, ce qu'on appelle les pluies efficaces. Donc on a une petite diminution des pluies efficaces qui fait que les nappes ont du mal à se recharger. Donc ça, c'est indéniable, mais c'est lié au fait qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. Donc on va dire c'est la conséquence justement de tous les aménagements qui sont faits. Alors évidemment, il faudrait trouver des systèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on redonne de l'argent pour replanter du bocage.
Et puis j'espère qu'on va faire en sorte d'avoir de moins en moins de terrains artificialisés et surtout imperméabilisés de manière à accélérer. Et puis la remarque qu'il faisait le monsieur avec l'agroforesterie, moi je le vois dans la zone où j'habite, les vignerons vigneronnes prennent de plus en plus en compte justement les problématiques environnementales, hein. Ils sont de plus en plus sensibles à cela et c'est une bonne chose. Donc on est en train de changer et ça c'est bien. Après il a évoqué la question, il a évoqué la notion de modélisation. Alors la modélisation elle entre partout, hein. Actuellement quand vous regardez la météo, ce sont des modèles mathématiques qui ont dit quel temps il fera le lendemain. Vous voyez ? Eh bien, c'est la même chose pour la corolentologie. Et justement, de plus en plus, maintenant, on fait appel à l'intelligence artificielle. Alors moi, je ne suis pas du tout là-dedans, hein, parce que j'aime bien observer les choses. Mais en tout cas, on essaie, avec toutes les données qui sont dans les fiches ADES, dans les fiches BD-LISA et dans les CIGES et tout ça, toutes ces données, parce qu'on en a plein, et on ne sait plus quoi en faire. Et donc maintenant, on est en train de mettre tout ça dans les machines pour que les intelligences artificielles nous sortent à la fin des modèles et des prévisions éventuelles sur le devenir d'une eau et la recherche d'une nappe, etc., de manière à mieux prévoir les choses. Et on le voit d'ailleurs, parce que vous voyez, dès maintenant, on est en train de dire que les nappes ne sont pas encore pleines. Vous voyez, on est en train de suivre. C'est-à-dire que cette chose dont je vous ai parlé ce soir, cette chose qu'on ne voit pas, que je vous ai dit qu'on s'en moquait parce qu'on ne la voyait pas, eh bien en fait, c'est faux. On est en train de la regarder, d'essayer de la comprendre. Et oui, ça passe par les maths, ça passe par la physique, ça passe par la chimie. Alors moi, les modèles, le vrai modèle, il est dehors, quoi. Tout à l'heure, on a parlé de l'usine à dessaler l'eau de mer. Là. En fait, le cycle de l'eau, c'est une gigantesque usine à dessaler l'eau de mer. Et donc, déjà, comprendre le cycle de l'eau, d'arriver à le quantifier, tout ça, ça n'a pas été facile. Hein. C'est le fruit d'une recherche accrue. Hein. Si vous mettez du temps d'Aristote ou de Platon, vous verrez que le cycle de l'eau, on ne le pensait pas de la même manière que maintenant. Hein. C'est seulement au XVIIe siècle qu'on s'est rendu qu'on prend en compte le cycle de l'eau tel qu'on le comprend actuellement. Donc, on n'a pas encore tout saisi. Donc, la modélisation, elle progresse. Peut-être qu'avec les fameuses IA, là, on va trouver des choses qu'on ne voyait pas. Donc, c'est un message d'optimisme pour la réponse à la question. Donc, j'espère que plus tard, on va mieux gérer tout ça. Parce que les enjeux de demain, ils sont là. Hein. C'est de bien comprendre ce truc qu'on ne voit pas et de prendre les dispositions pour justement éviter de polluer de manière définitive, on va dire, ou de surexploiter. Je voulais remettre le cap sur la vigne, quand on parle d'eau, et en même temps, il y a tout simplement un mot que vous utilisez, voilà. C'est le mot caillou. Oui. J'allais dire, vous noterez le château Caillou, le château du Cru Beaucaillou, Maucaillou, mais à Bordeaux, nous avons la région des Graves. Oui. Et quand nous parlons de Graves, en général, nous parlons de ce caillou, et donc, dans la région, en général, quand on dit que le vignoble est des Graves, on observe ces graves, j'allais dire, à l'œil nu. Donc, quand vous parlez de pédologie, est-ce que vous sauriez dire si, ne serait-ce que le matériau, la grave elle-même, peut indiquer quelque chose de la même façon dont vous parlez d'une nappe d'eau affleurante? Est-ce que, quand on parle d'une croupe de grave dans laquelle on peut tout simplement voir la grave, est-ce qu'il y aurait une façon d'anticiper ce qu'est la parcelle, j'allais dire, par simple observation, j'allais dire de la taille, du poids, j'allais dire la densité des graves. Voilà, c'était une question plutôt généraliste, mais de la même façon que vous qualifiez un fluide, est-ce que sur le solide, le caillou, donc cette grave que nous employons ici à Bordeaux, est-ce que vous avez une réponse, je dirais, éclairée depuis le Pays de la Loire, où certainement vous n'avez pas ce que nous dirions les mêmes graves? Alors les graves, graviers... En fait, j'ai dit caillou, hibou, chouk, spooks, hein, ce sont les roches, mais bon, c'est vrai que je dis souvent caillou. Le caillou, c'est la pierre qu'on jette dans le visage de quelqu'un. Oui, c'est ça la différence. C'est un caillou, c'est une roche vulgaire. Donc grave, gravel, etc. Bon, c'est des graviers, tout simplement. Hein. Donc des graviers, on en a aussi dans le 49. Souvent, ce sont des dépôts sédimentaires.
roulés, transportés par des cours d'eau, généralement anciens, ce qu'on appelle des terrasses alluviales. Donc on en a aussi dans le 49. Les graves, je sais que quand on fait de la pédo là-dedans, c'est chaud patate parce qu'avec la tarière, ça passe pas. Donc on a des petits soucis pour les analyser. Et là, il faut faire une fosse pédologique pour essayer de bien comprendre comment est la structure de ces dépôts. Et là, je reviens vers une notion qui est importante, c'est la fameuse notion de différence entre le sol et le sous-sol. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais oui, le sol est au-dessus du sous-sol, bon, ça va. Maintenant, quand vous êtes sur de la grave, est-ce qu'il y a un sol vraiment? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait déjà les géotechniciens et puis les pédologues qui étudiaient les sols. Et en fait, ils n'ont pas, eux, la même définition du mot sol, déjà. Moi, j'ai tendance à utiliser la définition suivante, c'est que dans un sol, on a une activité organique. Donc, si vous avez des racines ou des vers de terre ou des trucs de ce genre, bah, là, vous êtes dans le sol. Il y a juste un problème, c'est que tout ce qui est les bactéries, tous ces trucs-là, en fait, on ne les voit pas à l'œil nu. Et pourtant, elles sont là. Donc, souvent, le sol, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré 3 illustrations de sols différents. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, elle est où ma limite? Alors, il ne faut pas s'attacher à des limites en disant, oh, tiens, c'est là et c'est pas ailleurs. Par exemple, il y avait une photo tout à l'heure, c'est celle du milieu, où il y avait très peu de sol, mais en fait, il y avait des fractures. Et dans les fractures, il y avait des racines. Donc, oui. Donc, la limite entre sol et sous-sol n'est pas si évidente que ça à classer. Autrement, concernant les graviers, je me souviens quand j'avais fait la conférence en 2018 là, avec les matinées de l'œnologie. Il y avait une conférence de Jean-Marie Viau, qui est pédologue, et il avait montré plusieurs illustrations de ces graves. Donc vous trouverez alors en plus c'était filmé, donc c'est génial. C'est sur les matinées de l'œnologie 2018, et c'est donc Jean-Marie Viau, V-I-A-U-D. Et il avait justement expliqué différents types de graves en fonction des profils, alors sur plateau, sur pente, parce que voilà, il y a tout un tas de matériel qui peut glisser. Autrement, moi, je travaille aussi avec des agriculteurs qui ont de l'élevage, et souvent, quand vous passez avec des machines ou quand il y a des bêtes qui passent dessus, votre terre va être tassée, ce qui va modifier aussi les caractéristiques du sol. C'est-à-dire que vous avez la même grave qu'ailleurs, mais avec une implication des activités humaines qui fait que, in fine, vous n'aurez pas les mêmes caractéristiques vis-à-vis, par exemple, de la réserve utile. Autrement, c'est des trucs que j'adore, moi, parce que mon travail de géologue, là, cette fois-ci, c'est d'analyser les graviers, de faire des statistiques pour essayer de savoir d'où ça vient, etc., de quoi c'est composé. On a une petite question en ligne. En tant qu'hydrogéologue, quel regard portez-vous sur les projets de méga-bassines pour l'agriculture? Quel impact pourrait-elle avoir sur les nappes souterraines? Là, je ne peux pas trop dire parce que je n'ai pas suivi... J'ai pas suivi exactement tout ce qui se passait avec les méga-bassines. Bien sûr, j'ai vu que, comme tout le monde, qu'il y a des gens qui ne sont pas pour, puis d'autres qui sont pour. Moi, ce que je sais, c'est que c'est qu'on a besoin d'eau. On appelle ça des retenues collinaires aussi. Hein. Ça existait par le passé. Alors là, après, c'est des gros volumes. Là, je ne peux pas trop répondre à cette question parce que j'ai pas... Il y a un lien, du coup, avec les nappes souterraines Oui, parce qu'apparemment, mais ça j'en sais rien, j'ai pas creusé le truc, hein, qu'une partie de l'eau qui est là-dedans aurait été pompée. Ça je peux pas vous dire parce que j'ai pas suivi. Donc, on avait une autre petite question sur e-terroir que vous nous avez montré au début. Est-ce que ça existe pour la Gironde? Vous savez que ça existe en Gironde ou pas? J'ai regardé, il n'y est pas sur la Gironde. Mais je sais que mes collègues ont travaillé sur d'autres appellations. Donc peut-être qu'à terme, ce genre de choses sera développé. Dans tous les cas, je sais qu'ils le font à la parcelle pour des gens dans d'autres pays ou dans d'autres appellations. Donc ils vont sur le terrain et ils font toutes les analyses du sol avec des coups de tarière. Et tout ça, peut-être qu'un jour, ça sera disponible. Alors là, je suis très content de e-terroir. Vous avez compris, je ne suis pas trop info et tout, mais je suis plus dans les vraies choses, hein, le vrai contact. Mais
Auparavant, pour avoir ces données, il fallait aller dans les mairies concernées. Il fallait leur demander un énorme classeur noir, là, que personne ne savait qu'il était au-dessus de l'armoire depuis je ne sais pas combien de temps. Et après, il fallait traiter l'information et croiser les données. Et maintenant, tout ça, c'est disponible sur le net. Et vous pouvez avoir des infos sur vos parcelles. Alors, je ne vais pas vous mentir, les vignerons, ils connaissent déjà tout ça, évidemment, parce que ça fait longtemps qu'ils se baladent là-dedans. Ils savent que telle parcelle, elle est plus précoce, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pour celles et ceux qui font l'acquisition de nouvelles parcelles, c'est intéressant. Parce que ça fait des éléments supplémentaires pour justement le choix des porte-greffes, par exemple, s'ils veulent replanter. Donc tout ça, c'est des données qui sont intéressantes. Encore une fois, je répète, hein, normalement, ça ne sert pas beaucoup aux vignerons qui connaissent leur terre, mais par contre, c'est intéressant pour les nouveaux qui arrivent ou ceux qui font des reprises ou des gens qui veulent replanter. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans la salle? Moi, j'en ai peut-être une toute dernière. Du coup, en viticulture, est-ce que vous parliez tout à l'heure de nappe libre et nappe captive, ouais. Donc, une sorte de division. Est-ce que les nappes libres sont plus propices au développement de la viticulture ou inversement? Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la structure géologique et le développement d'un vignoble ou pas? Bah, de toute manière, dans les vignes, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est quasiment que des nappes libres. Parce que la vigne, même si là je vous ai montré des graphiques où il y avait ça jusqu'à 2 mètres, mais en effet, dans le 49, on a des endroits, là, on est à 10 mètres et on voit dans des caves et on voit des radicelles qui arrivent, quoi, et on imagine que ça vient de là-haut, quoi. Donc, mais malgré tout, on reste sur des zones de surface. Et vous avez évoqué avec la Grave, hein, la Grave c'est un aquifère, donc forcément, on est sur des nappes libres, là, tout simplement. Donc les nappes captives, ça concerne surtout les zones que je vous ai montré, là, les ronds dans le désert, là, par exemple. Ça, c'est des nappes captives. Ou dans les grands bassins sédimentaires, c'est-à-dire si vous faites en plein centre du bassin d'Aquitaine ou en plein centre du bassin de Paris, c'est là qu'on va exploiter ces nappes captives. Donc là, pour répondre à la question, en fait, les choses à prendre en compte quand on fait de la viticulture, c'est essentiellement les nappes libres, c'est celles-ci, donc celles qui sont d'ordre 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les nappes de niveau 1. Celles-ci qui sont les plus importantes. Et c'est là-dessus que vous trouverez des infos là, sur les graves et sur la fiche BDLISA, par exemple. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention. Merci pour les questions. Ouais, merci. Donc, comme je vous le disais en préambule, je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Donc, on a rendez-vous pour un cycle, les vendanges en ligne, les 11, 18 et 25 janvier 2024. Donc, toujours à 19h, mais cette fois-ci exclusivement en ligne. Le thème, ce sera le vignoble bordelais au défi de l'avenir, regard croisé. On aura la chance d'avoir une historienne, un chercheur en viticulture et un géographe qui interviendront sur ce sujet et évidemment nourriront ce thème, ce débat aussi, hein, parce qu'on est en plein dans un sujet d'actualité, un sujet assez brûlant. Et puis on se retrouve à la Cité du Vin dès le mois de février avec Château Pékin, quand la Chine s'éveille au vin. Donc là, on recevra un anthropologue, Boris Petrich, qui est directeur de recherche au CNRS, pour nous parler de ces nouveaux consommateurs et nouveaux producteurs aussi. Donc la Chine comme nouveau géant viticole, point d'interrogation. On s'interrogera sur cette thématique. Loïc, je te laisse. Merci conclure. Machidil, merci Fabrice, merci à tous. J'espère que vous avez passé une très belle conférence. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'était le dernier événement pour 2023, mais on se retrouve en 2024. Et peut-être pour ceux qui sont abonnés à notre newsletter, vous allez bientôt recevoir la date, mais le 9 janvier, on a notre lancement de saison culturelle qui se passera ici même. Donc voilà, si vous êtes disponible et que vous souhaitez découvrir les prochains événements de janvier à juin 2024, eh bien on présente tout ça avec les différents services qui sont concernés et on a encore de très beaux événements. On espère qu'ils vont vous plaire, mais on a de très belles choses qui arrivent pour le prochain semestre. Merci beaucoup, très belle fin de soirée et bon retour à tous. J'espère que les bouchons sont terminés.